Un sujet un peu plus sensible concernant le mouvement #MeToo. J'imagine que c'est très sensible pour les médias de justement explorer cette avenue, puis il faut que ça soit Ouais. dans l'intérêt public. Avant l'automne 2017, avant tout le mouvement, moi aussi, les médias ne s'autorisaient pas à publier ce type d'histoire-là parce que c'était souvent, il n'y avait pas de témoins de l'agression sexuelle ou du comportement inapproprié. Ça se trouvait à être du he said, she said. On n'avait pas vraiment moyen de corroborer ce qui s'était passé. Naturellement, encore une fois, ce type d'histoire-là, on va juste publier des histoires où la personne qui est mise en cause est une personnalité publique ou une personne qui se trouve à être en position d'autorité. Les deux qui ont le plus marqué les esprits là, au Québec, c'était Éric Salvaille puis Gilbert Rozon. Ensuite de ça, tu es allé en contentieux où tu t'es trouvé, si je comprends bien, plus généraliste. C'est Oui. toi qui crée le contentieux de la batte au Québec. Puis finalement, tu es allé à la presse où, encore une fois, tu es en contentieux, mais cette fois-ci avec une expertise en droit des médias. Je suis un employé de la presse. Je travaille pour la mission de la presse, que je juge être une mission très noble et très d'intérêt public. On est une bête assez spéciale, les avocats en droit des médias, parce que justement, forcément, ben, c'est ça, vous l'avez remarqué, par la force des choses, on finit par s'y connaître assez bien quand même en matière pénale, mais nous ne sommes pas des avocats criminalistes, mais en même temps, on s'y connaît très bien en matière civile, parce que oui, on fait aussi beaucoup de dossiers là, de diffamation. Là. Oui, c'est une pratique un peu hybride. Bienvenue au Léviat Podcast, un podcast où on apprend des choses qu'on ne voit ni à l'école ni en stage. Aujourd'hui, on est accompagné de Patrick Bourbeau, VP aux affaires juridiques à La Presse, qui a une expertise en droit des médias. Aujourd'hui, on va parler de 3 choses. Premièrement, comment en début de carrière, il a aidé à l'ouverture d'une usine à Cuba. Deuxièmement, la découverte d'un procès secret et l'investigation de ce procès secret. Et troisièmement, le mouvement MeToo et comment ça a affecté les médias au Québec. Donc, bonjour Patrick, merci d'être parmi nous aujourd'hui. Bonjour. Pour commencer, j'aimerais savoir d'où est-ce que tu viens, à quelle université tu as étudié et qu'est-ce qui t'a apporté vers le droit? Bon, plusieurs questions là-dedans. Alors, j'ai commencé, en fait, j'ai grandi dans l'ouest de l'île, à Dollard-des-Ormeaux. Donc, j'ai fait toutes mes études primaires, secondaires dans l'ouest de l'île. Et ensuite, je suis allé faire un bac en administration des affaires à l'École des hautes études commerciales. Puis, j'étais jeune à la fin de mon bac, j'avais 21 ans. Je me voyais pas vraiment à ce moment-là aller sur le marché du travail. Et puis, je me suis dit, ben pourquoi pas le droit? Puis c'était un peu ça, je savais pas, il n'y avait pas de grand plan là, en arrière de ça, je savais pas vraiment dans quoi je m'embarquais, en fait, là. Alors, c'est ça, j'ai été admis à McGill et puis j'ai fait, à l'époque, c'était ce qu'ils appelait le programme national, là, qui combinait le droit civil puis la common law. Donc, j'ai fait le bac de 4 ans là, à McGill à ce moment-là. Mais il n'y avait pas vraiment, il n'y a pas d'avocat dans ma famille, je viens d'une famille d'enseignants. J'avais pas d'oncle ou de tante qui pratiquait dans ce milieu-là non plus. Vraiment, c'était juste, OK, ben ça semble intéressant, alors pourquoi pas, là. Mais moi, à part la télévision, là, j'avais rien vraiment vu là-dessus. OK, fait que genre t'es arrivé dans le droit un peu au hasard, puis là, arrivé dans le bac en droit à McGill, comment est-ce que tu as trouvé ça? Qu'est-ce que tu t'attendais, vu que tu avais vu à la TV, mais c'est pas exactement Pas tout à fait, non. Il y a eu un gros choc. Surtout la façon dont le droit est enseigné à McGill, c'est très théorique, comparé à ce qui se fait, là, entre autres, à l'Université de Sherbrooke, là, entre autres, ou à l'Université de Montréal. On est souvent dans les grands débats philosophiques, le coupage de cheveux en 4. Moi qui venais de faire un bac au HEC en administration des affaires où c'était très concret, très pragmatique, j'ai trouvé l'adaptation un peu difficile. Alors, c'est ça. Puis c'était un milieu différent également, là, du moins pour moi. C'était un milieu anglophone, là. Puis pas anglo-québécois, là, plus anglo-canadien. Là. Alors, c'est ça. Il y a eu toute une adaptation là, à faire là, à ce moment-là. OK. Puis c'était quoi la différence que tu as vue justement versus anglo-québécois puis anglo-canadien? Ouais, ben on était dans les années post-référendaires là, au Québec. Là. Moi, j'ai commencé à McGill en 97. Et puis, ben c'est ça, là, il y avait vraiment une vision un peu différente là, des choses. Moi, j'ai grandi dans l'ouest de l'île, alors j'ai côtoyé des Anglo-Québécois toute ma vie. Puis, malgré ce qu'on peut penser, ils sont beaucoup plus similaires à nous qu'ils le pensent ou qu'on le pense, alors qu'il y a vraiment un plus gros schisme là, avec les Anglo-Canadiens. Puis j'ai réalisé ça là, à ce moment-là. Là, au niveau de notre vision du monde, de nos valeurs, là, il y a vraiment une différence.
Puis dans ton bac en droit, là, t'arrives, tu trouves que c'est super, pas très concret, en fait. Qu'est-ce qui t'a... Y a-t-il quelque chose qui t'a accroché, en fait? Un droit? J'imagine que oui, si tu es avocat aujourd'hui. Donc, comment ça s'est passé, ce déclic-là? En fait, le déclic, c'est que plus passé au moment où j'ai commencé à travailler comme étudiant dans une firme d'avocats, où OK. là, justement, tout d'un coup, il y avait une application concrète. Et Mhm. puis là, on était vraiment dans la résolution de problèmes, là, dans le quotidien, là. On n'était plus dans la théorie. Mhm. Puis je le savais, là, je veux dire, bon, j'étais pas fou, là, je Ouais. le savais qu'ultimement, sur le marché du travail, ce serait différent, là. Donc, c'est Mhm. vraiment ça qui me gardait accroché, là. Puis t'étais dans... Tu faisais quoi comme étudiant? Ben, c'était à ce moment-là, là, c'était beaucoup de la recherche juridique, là. OK. Beaucoup pour le département de litige, du moins mon premier été comme étudiant. Pour une raison ou une autre, là, c'était un peu un été comme on vient d'avoir, là. Il y avait eu beaucoup de refoulement d'égouts. Donc, on faisait beaucoup de recherches pour des compagnies d'assurance, justement, là, sur la responsabilité là, en cas de refoulement d'égouts. Mais c'est ça, mais là, tranquillement, j'ai continué à travailler comme étudiant pendant mon barreau. Mhm. Donc, je rentrais une journée ou deux par semaine quand même. Puis là, je me trouvais souvent être le seul étudiant sur place. Et puis, c'est là que le hasard a bien fait les choses. Puis, j'ai commencé à faire des mandats pour l'équipe de droit commercial transactionnel. Mhm. À l'époque, il y avait un gros client là, qui était la BAT. Et puis, c'est ça, là, je me suis ramassé à faire beaucoup de mandats là, qui étaient en lien avec les activités de vente de boissons alcooliques, là. Alors, c'était complètement différent. À l'époque, il y avait un projet où ils construisaient, en partenariat avec le gouvernement cubain, ils construisaient une usine, une brasserie à Cuba. Alors, il y avait tout un contexte réglementaire là, à tout ça, puis je me suis trouvé à travailler dans ce dossier-là, là. Puis c'est là, à partir de là, j'ai vraiment développé les atomes crochus avec l'équipe de corpo commercial. Et puis, c'est ça, c'est là-dedans que je me suis dirigé. Puis, si tu es capable de te souvenir, est-ce qu'il y avait quelque chose que tu as vraiment aimé de ton parcours à cet endroit-là et quelque chose que tu as vraiment pas aimé? Ce que j'aimais à l'époque, comme jeune étudiant, c'était vraiment toute la collégialité qu'il y avait entre les étudiants. On était peut-être, je sais pas, mon été, là, on était peut-être 8 ou 9, les étudiants, puis ensuite les stagiaires. On était tissés serrés. Vraiment, là, on se serrait les coudes là, ensemble, là, puis... donc ça, j'ai beaucoup aimé mon expérience. Ce que j'aimais moins, c'est que c'était une certaine époque, quand j'ai commencé dans les grands bureaux d'avocats. On parle fin des années 90, début des années 2000. Alors, il y avait une vieille garde, disons, là, qui voyait les choses de façon un peu différente et puis qui traitait pas les gens de façon nécessairement très, très respectueuse, là, pour dire les choses un peu poliment, là, sans rentrer On va pas te demander dans de les nom. détails. C'est ça. C'est Parfait. Je te laisse continuer. Puis aujourd'hui, justement, t'es chez La Presse, donc, tu sais, t'as fait ton stage barreau, j'imagine, au cabinet que tu mentionnais, puis après ça, t'es allé à La Presse. Comment ça s'est passé? En fait, j'ai fait mon stage et ensuite j'ai été assermenté. J'ai travaillé comme avocat en tant que tel de 2002 à 2006 chez Laverie. Mhm. Et puis, par la suite, j'ai quitté pour aller travailler quelques mois dans une entreprise de l'ouest de l'île qui s'appelle Matrox, qui existe encore. Matrox, c'est une entreprise qui n'est pas très connue, mais qui génère quand même un chiffre d'affaires là, de plusieurs centaines de millions de dollars. Là, à l'époque, ils étaient plus spécialisés dans les cartes graphiques, là. Maintenant, et puis ils ont tendance à changer un peu de ligne d'affaires là, à tous les 5-6 ans. Ils font beaucoup de recherche et développement. Alors, j'ai travaillé pour eux pendant 2 ou 3 mois. Puis bon, mon plan, naturellement, c'était de rester plus longtemps, mais j'ai évoqué tantôt le client Labatt. J'avais fait plusieurs mandats pour Labatt. Eux voulaient développer leur contentieux au Québec. Et donc, ils sont venus me chercher. Ils m'ont approché pour être le contentieux au Québec, là. OK. Donc, à ce moment-là, j'étais le seul avocat de Labatt au contentieux. Alors, c'est ça. Je suis allé là-bas pendant 2 ans.
de 2006 à 2008. Et puis, j'avais conservé des liens avec mon mentor de l'époque chez Laverie, qui, lui, entre-temps, avait accepté le poste de vice-président affaires juridiques de la presse. OK. Et puis, lui est venu me chercher chez Labatt pour aller à la presse. Puis, c'est ça, j'ai accepté le poste à la presse, puis je suis là depuis juillet 2008. Fait que tu te démarquais beaucoup. On s'entend, le monde se rappelait de toi puis il venait te chercher. Là. J'oserais pas dire ça. Disons que j'avais développé des liens solides avec quelques avocats là, dont j'étais assez proche, là, qui ont été mes mentors. Là. Mais bon, Patrick Buckles, là, en l'occurrence, pour ne pas le nommer, là, qui est maintenant juge à la Cour supérieure, a vraiment été une personne importante là, dans ma carrière. Ça, comment est-ce que tu as fait puis comment est-ce que tu fais encore maintenant pour trouver des personnes qui peuvent être des ressources pour toi? Donc, on pense qu'on est étudiant souvent dans des mentors. On se fait tous dire, il faut que tu trouves des mentors. C'est ça la clé dans la vie. Mais c'est toujours difficile de trouver un mentor avec qui ça clique. Ouais. Comment est-ce que tu as fait, toi? Ben, moi, encore une fois, c'est le hasard qui fait bien les choses. Moi, j'ai toujours aussi qu'il faut saisir les opportunités quand elles se présentent. Et puis, c'est ça, le dossier que j'évoquais, là, bon, avec la construction de l'usine à Cuba, en partenariat avec le gouvernement cubain, c'est Patrick Buckles, justement, là, qui pilotait ce dossier-là, qui était l'associé dans le dossier. Et puis, c'est ça, j'ai commencé à travailler avec lui dans ce dossier-là, puis j'ai démontré beaucoup d'intérêt, puis manifestement, ça cliquait avec lui. Là, on avait une façon de travailler qui était similaire. Puis aussi, je pense que c'est important aussi d'avoir des valeurs aussi là, qui sont similaires. Alors, c'est ça, à partir de ce moment-là, c'était juste de vraiment travailler fort puis montrer qu'on avait un intérêt pour ce domaine-là puis pour ce type de dossier-là. Et puis, Patrick m'a pris sous son aile. Puis, c'est ça, là, bon, on s'est quittés pendant quelques années alors que j'étais chez Matrox et chez Labatt, mais après ça, on s'est retrouvés puis on a continué à travailler ensemble un autre 10 ans ensemble chez La Presse, là, de 2008 à au début 2019, en fait. Alors, il a continué un peu, si on veut, là, à être mon mentor là, pendant tout ce temps-là. Je lui dois énormément. Très cool. Puis, si tu me permets de ramener le tir vers l'usine à Cuba. Finalement, est-ce qu'elle a ouvert cette usine-là? Oui! Oui. Parce que justement, ensuite, moi, j'ai pu suivre un peu tout ce dossier-là parce que j'ai continué ensuite à travailler. En fait, je suis allé chez le client, je suis allé chez Labatt. Oui. Et puis, c'est ça, il y avait des employés québécois de Labatt qui allaient travailler 1 an, 2 ans à Cuba, puis qui revenaient ensuite travailler au Canada. Puis ton implication dans le mandat, c'était quoi, si je peux demander? À ce moment-là, c'était que Cuba devait développer un cadre réglementaire pour la distribution et la vente d'alcool. Je crois qu'ils n'en avaient tout simplement pas. Alors, on avait un peu le privilège là, de partir là, à zéro pour eux. Et puis, donc, j'ai analysé, si on veut, à ce moment-là, les schémas réglementaires, si on veut, de toutes les juridictions canadiennes, parce qu'il faut dire que c'est provincial. Là, donc, chaque province a sa propre législation et réglementation pour la vente et la consommation d'alcool. J'avais regardé aussi toute la réglementation américaine. Je pense que j'avais épluché la réglementation dans chaque État aux États-Unis, puis aussi dans des juridictions en Europe, pour essayer de développer, si on veut, le meilleur schéma réglementaire là, possible. Fait on va pas mettre ça comme soundbite, mais législateur cubain. Toi, c'est ce que tu as fait, essentiellement. Ben, oui, José-Bas, c'est un peu... faut pas le dire comme ça, là, mais non, Labatt avait beaucoup d'influence, si on veut, là, à ce moment-là, dans son partenariat avec le gouvernement cubain. Là, donc, c'était un peu qu'est-ce que Labatt voulait, là, aussi, là, comme réglementation. Là. Je comprends. C'est un peu spécial. Tu peux pas faire ça dans un pays comme le Canada. Ou... non, puis on n'entend pas souvent parler des personnes qui ont cette expérience-là. Je veux dire, c'est pas souvent que tu vas justement aider à créer de la réglementation ou des lois dans un pays. Oui. Super. Oui, ben aujourd'hui, c'est ça. Puis là, parmi Cuba, tu te retrouves au Canada chez La Presse aujourd'hui. Oui. Puis quand tu es arrivé, justement, qu'est-ce que tu faisais? Comment c'était? En fait, à l'époque, La Presse faisait partie d'un plus gros groupe, là, qui était le groupe Jessica, qui elle-même faisait partie de l'empire, si on veut, Power Corporation. Okay. Alors, moi, je travaillais pour le groupe, si on veut, Jessica,
qui avait plusieurs filiales à l'époque, dont principalement La Presse, mais également à l'époque était propriétaire de plusieurs quotidiens régionaux, donc Le Soleil à Québec, La Tribune à Sherbrooke, Le Droit à Ottawa, bon, tous ces quotidiens-là. On détenait également une maison d'édition, les éditions La Presse. On détenait également une compagnie de production télévisuelle, les productions La Presse Télé, qui à l'époque diffusait des émissions, des émissions comme En direct de l'univers, puis la Petite Séduction. Et on avait, sachant que le domaine des médias était pour faire face à de nombreux défis financiers dans les années qui s'en venaient à cause de la montée en puissance d'Internet, l'entreprise avait pris la décision de diversifier ses activités. Donc, elle avait également investi dans des entreprises comme Workopolis, défunte Workopolis, mais qui à l'époque quand même était un gros joueur là, dans le marché, si on veut, des annonces, des petites annonces d'emploi. Également une participation dans une entreprise qui s'appelle encore du Proprio, dans laquelle La Presse n'a plus de participation, mais Jessica avait une participation là-dedans à l'époque. Et donc, l'idée, c'est que ces entreprises-là, comme par exemple du Proprio, prenaient de l'expansion. Alors, l'idée, c'est que moi, j'arriverais là, puis je ferais justement du droit transactionnel commercial, là, vraiment des fusions-acquisitions, là, des achats d'entreprises. C'était ça l'idée au départ. C'est ce que j'ai fait principalement au début. Mais tranquillement, pas vite, j'ai développé beaucoup d'atomes crochus avec les journalistes, la salle de rédaction, tout ce qui était nouvelle. Alors, les choses se sont un peu renversées et puis c'est mon patron de l'époque qui s'est trouvé à s'occuper plus de l'aspect transactionnel commercial. Puis moi, tranquillement, pas vite, ben, j'ai migré plus vers le droit, vraiment ce qu'on peut appeler là, le droit des médias. OK. Puis qu'est-ce que tu faisais avec le droit des médias? Est-ce que c'est comme du droit d'auteur? Est-ce que tu défends les journalistes? C'est quoi? En fait, principalement, il y a deux volets principaux. Le premier volet, c'est tout ce que j'appelle le volet accompagnement des journalistes puis conseil juridique là, au niveau de leur démarche journalistique. Donc, du travail qu'il y a en arrière là, avant la rédaction même de l'article, le travail de recherche d'information. Parce que depuis, là je vais devenir un peu technique, depuis la décision de la Cour suprême dans l'affaire Néron, je crois en 2004, maintenant, les journalistes, leur responsabilité est évaluée un peu comme la responsabilité des professionnels. Les journalistes n'ont pas d'ordre professionnel, mais au fin du droit, quand il s'agit d'évaluer leur responsabilité, c'est un peu la même démarche. Donc, est-ce qu'ils ont agi comme un journaliste raisonnable aurait agi dans les mêmes circonstances? Puis avant, c'était comment? Avant, c'était juste une question. Avant, ça s'évaluait purement sur une évaluation au niveau de la diffamation. Donc, oui, l'aspect diffamation reste là, si on veut, là, mais c'est pas juste ça maintenant. C'est la démarche journalistique. Donc, avant, c'était est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est faux? Ce qui a été écrit, est-ce que c'était l'intérêt public, est-ce que ça ne l'était pas? Maintenant, maintenant, on va plus loin que ça. Maintenant, on va vraiment dans la démarche journalistique. Donc, est-ce que les journalistes ont agi de façon honnête? Est-ce qu'ils ont agi de façon indépendante, impartiale? Comment ont-ils traité leurs sources? Bon, tout Et puis ça rend la chose plus restrictive pour les journalistes ou moins restrictive? En fait, j'ai tendance à penser que faut pas le voir comme ça. Moi, je pense que ça a un peu forcé une évolution vers un plus grand professionnalisme de la part des journalistes. Mais effectivement, ça impose des obligations un peu plus strictes et un peu plus onéreuses sur la façon d'effectuer le travail journalistique. Donc, c'est pas juste est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est pas vrai, puis est-ce que c'est l'intérêt public, ça va plus loin que ça. Là. C'est vraiment, il faut analyser toute la démarche en arrière, là, toute la démarche journalistique en arrière. Fait que là, toi, t'es impliqué. Ça, tu disais, t'es impliqué, puis surtout, après cette décision-là, je présume que ça devait rendre les choses plus vivantes pour toi. Oui, c'est ça. Ben, je veux dire, la décision était rendue avant que j'arrive à La Presse. Mais je dirais qu'il y avait tout un travail
puis je prétends pas l'avoir effectué là, seul là, par moi-même, mais il y avait tout un travail, si on veut, de formation à faire là, auprès des journalistes qui, dans certains cas, avaient travaillé d'une certaine façon depuis 30 ans, là, depuis 25-30 ans. Alors là, tu parlerais aux journalistes qui sont rentrés sur le marché du travail depuis 2004, bien pour eux, c'est naturel, ça leur est enseigné à l'université. Mais à ce moment-là, c'était plus difficile là, en 2008. Là. Puis, y a-t-il des exemples comme vraiment spécifiques de choses qui ont dû changer dans la vie de tous les jours de ces journalistes-là à cause de la décision? Bien, désormais, on se pose beaucoup plus de questions, entre autres, sur l'importance qu'on accorde à la version de la personne mise en cause par un article. Est-ce qu'on lui a donné un temps adéquat pour répondre à nos questions? Est-ce qu'on lui a vraiment exposé tous les éléments dont on ferait état dans notre reportage afin qu'il puisse y répondre? Ça, ce sont des questions qu'on se posait. On se les posait, mais de façon beaucoup moins rigoureuse là, avant cette décision-là. Alors ça, je dirais que c'est un bon exemple. Je comprends. Puis ultimement, donc ça, c'est pour la protection de la personne qui est visée par la publication de l'article, si je comprends, ou de la pièce. Ben, c'est une question d'équité, c'est ça, c'est que la personne qui est mise en cause par le texte, justement, elle a le droit de donner sa version des faits. Je comprends. Et il faut que ce soit reflété adéquatement également dans l'article. Ça ne veut pas dire qu'il faut que ce soit 50-50, mais ça veut dire quand même que le lecteur puisse se faire une tête là, sur la version des faits de la personne qui est mise en cause. Je comprends. Fait que là, tu es arrivé chez la presse à cause de ton expertise en droit transactionnel. Tu te retrouves lentement, mais sûrement, te retrouver plus dans le droit des médias. Quand tu as fait ça, est-ce que c'était plus au début, au milieu ou à la fin de ton parcours à la presse? C'était assez rapidement. Là, après 2-3 ans, là, Okay. j'avais fait vraiment le virage. Là. Oui, je continuais à faire encore un peu de transactionnel, mais ça ne représentait plus la majeure partie là, de mon travail au quotidien. Là. Je comprends. Puis, excuse. juste pour être sûr de ne pas oublier la deuxième partie justement de ton travail, la première partie qui est la responsabilité professionnelle des journalistes, puis la deuxième partie étant... la deuxième partie étant l'accès, si on veut, à la publicité et les débats judiciaires. Okay. On s'en rend pas nécessairement compte, mais il y a beaucoup d'histoires dans les médias qui émanent des palais de justice. Mm-hmm. Et puis, parfois, c'est pas juste la couverture de procès, là, c'est l'accès aussi, entre autres, à des mandats de perquisition, à des procédures. Donc, et parfois, parfois, il y a des ordonnances qui viennent restreindre la publicité qu'on peut accorder à ces documents-là, à ces éléments de preuve-là. Que ce soit des ordonnances de mise sous scellé, des ordonnances de huis clos, des ordonnances de non-publication. Donc, il y a une grande partie de notre travail qui est de contester ces demandes-là, ces requêtes-là qui imposent des restrictions à la publicité des débats judiciaires. Alors, c'est pas moi qui vais aller les plaider, mais c'est moi qui vais superviser ces dossiers-là. Là, on va confier les dossiers à l'externe. Puis il y a aussi tout le volet d'interpréter aussi les restrictions qui nous sont imposées. Puis là, c'est là que je vais conseiller les journalistes jusqu'où ils peuvent aller sans violer les ordonnances des tribunaux. Puis du point de vue du juge qui émet une ordonnance comme ça, lui, son intention, c'est de préserver, si tu veux, la sanctité de la procédure, de faire en sorte que les personnes qui sont jugées aient un jugement juste équitable, si je comprends bien. Oui. Puis toi, ta position, c'est de voir, d'argumenter contre ça, essentiellement, de dire... Puis je dis le juge, ça peut être le juge qui le fait, ça peut aussi être une des deux parties. D'habitude, c'est une des deux parties qui va le demander. Ce ne sera pas soulevé proprio motu là, par le juge. Ça va être soit dans le domaine criminel, là, parce que c'est 95% du temps, c'est dans les procès criminels. Ça va être le DPCP ou bien l'avocat de la défense là, qui va demander une ordonnance de non-publication, une ordonnance de mise sous scellé. Puis les arguments que vous apportez, est-ce que c'est qu'il ne devrait pas avoir cette ordonnance-là ou c'est que c'est pour le bien de l'humanité que ça soit publié? En fait, c'est que si on prend un pas de recul, on a 3 branches là, à notre gouvernement. On a l'exécutif, le législatif puis le judiciaire. Et donc, c'est une question de redevabilité. Là. Les tribunaux sont une de nos institutions démocratiques. Puis à ce titre-là, les citoyens doivent être en mesure de
juger, si on veut, ou d'être au courant des décisions qui sont prises par cette institution démocratique-là dans la plus grande transparence possible. Donc, c'est une question de liberté d'expression, puis c'est une question aussi démocratique. Puis comme il n'y a pas de caméra dans les salles de tribunaux, il y en a à l'Assemblée nationale, il y en a à la Chambre des communes, il n'y en a pas dans les salles de nos tribunaux. Souvent, puis bon, les citoyens ordinaires n'ont pas le temps de se présenter en personne pour assister aux délibérations de la Cour. Alors, ce sont les journalistes qui sont la courroie de transmission entre les tribunaux et les citoyens. Alors, c'est ça, ce sont un peu eux, là, les yeux, si on veut, du public. Puis à cet égard-là, c'est une question de redevabilité de l'appareil judiciaire là, envers le public, envers la population. Fait que là, est-ce qu'on parle de choses... Donc, les ordonnances auxquelles tu fais référence, est-ce que c'est une information à laquelle le journaliste a accès puis qu'il ne peut pas la publier? Ou est-ce qu'on parle vraiment de juste couper l'accès carrément même aux journalistes? Il y a deux cas. Quand je parlais d'ordonnance de mise sous scellé, mais ça veut dire, par exemple, que le mandat de perquisition va être mis sous scellé. Et puis que là, les journalistes ne savent même pas ce qui se trouve dans le document. Alors qu'une ordonnance de non-publication, les journalistes vont avoir le document entre les mains ou vont avoir entendu ce qui s'est dit devant le juge, mais ne pourront pas rapporter l'information au grand public. Donc, si on passe à une ordonnance de non-publication, j'essaie de comprendre pourquoi est-ce que c'est correct que n'importe qui se présente dans la salle d'audience puisse avoir accès à l'information, mais pas les personnes qui se sont réveillées trop tard. Mais ça, c'est une bonne question. Souvent, c'est parce que c'est une information qui pourrait contaminer des jurés éventuels. Okay. Alors, si c'est une information qui marque les esprits, s'il y a trop de lecteurs ou d'auditeurs qui entendent l'information, mais ça va être très difficile ensuite de constituer un jury impartial. Okay. Alors, c'est un peu ça l'idée que oui, s'il y a 2-3 personnes qui se présentent dans la salle, c'est correct. Mais si tout d'un coup, on se ramasse avec 3 millions de personnes, l'ensemble de la ville de Montréal qui est au courant, là, ça va être difficile de trouver un jury. Ça, c'est la théorie avec laquelle je ne suis pas nécessairement d'accord, mais bon, c'est comme ça que c'est évalué par les tribunaux. Je comprends. OK. Donc, toi, c'est ça. Une fois qu'une décision est faite comme ça, là, c'est toi ou ton équipe qui se retrouve à argumenter contre la décision ou contre les arguments de l'autre personne qui essaie d'amener ça. En fait, moi, je plaide pas. Moi, j'ai jamais plaidé parce que, justement, j'ai pas été formé comme un avocat de litige. Mais j'ai un collègue à la presse qui peut le faire ou bien sinon, on confie ces mandats-là à l'externe. Là. On a des avocats qui sont spécialisés à l'externe en droit des médias. Okay. Alors, qui s'y connaissent très bien là, en matière de publicité et de débat judiciaire. Mm-hmm. Puis à travers toute ton expérience chez la presse, est-ce que tu as un cas qui t'a vraiment marqué? En matière de publicité et débat judiciaire, on a vécu vraiment probablement le cas le plus marquant au cours des dernières années. Ça a été le cas de ce qu'on a appelé le procès secret. Ouais. Alors, j'ai été très impliqué dans ce dossier-là. C'est Christian Leblanc chez Faskin qui a plaidé le dossier pour un consortium de médias. Mais j'ai été très impliqué dans toute la préparation de ce dossier-là. Un consortium de médias, c'est... Oui. Souvent, quand ce sont des dossiers qui, si on veut, sont des dossiers d'industrie, en ce sens que vraiment, il faut comprendre là, pour le grand public là, que quand on mène ce genre de combat-là jusqu'en Cour suprême, là, bon, il y a des coûts là, rattachés à ça. Mm-hmm. Puis les médias, là, c'est sûr qu'on le fait pas parce que ça va nous rapporter une nouvelle là, à court terme ou même à long terme. Là. Mm-hmm. Alors, on le fait vraiment parce qu'on sent qu'on a une responsabilité au niveau démocratique de mener ces combats-là pour la transparence des tribunaux puis pour la liberté d'expression. Mm-hmm. Donc, la plupart des grands médias, tant au Canada qu'au Québec, sont assez sensibles à tous ces enjeux-là. Et dans ces dossiers-là, on collabore et on forme justement, parce que souvent, il n'y a pas un média qui va avoir les moyens de mener ce combat-là seul. Un dossier comme celui-là en Cour suprême, vous le savez, là, ça coûte des centaines de milliers de dollars. Alors, comme ça, on peut
on peut séparer les coûts entre plusieurs médias. Puis souvent aussi, ben, ça envoie quand même un message fort, tant aux tribunaux qu'au public, là, que c'est un dossier que les médias prennent au sérieux. Puis pourrais-tu nous donner plus de détails? Donc, procès secret, je l'ai vu passer aux journaux, j'ai vu le premier article qui dit c'est un outrage, on vit au tiers-monde, c'est une dictature. Oui. Puis ensuite de ça, c'est un peu la résolution de la chose. Je suis curieux de t'en entendre parler parce que tu as été plus impliqué, donc tu as sûrement vu des choses que je n'ai pas vues. Oui. Ben, en fait, si tu peux en parler, bien sûr. En fait, l'histoire a été révélée par la presse. Puis encore une fois, c'est un peu anodin, mais c'est on a un journaliste tous les journalistes, en fait, qui s'intéressent au monde judiciaire peuvent s'inscrire sur une liste d'envoi où ils reçoivent systématiquement les décisions de la Cour d'appel. Mais c'est une chose de s'inscrire sur la liste, c'en est une autre ensuite de lire les jugements. Alors, c'est ça, il y a un journaliste qui était Louis-Samuel Perron, qui a reçu le jugement, puis qui s'est dit « Wow, il me semble que ce jugement-là n'a pas de bon sens. » Et puis, il a transféré à un de ses collègues qui est Vincent Larouche. Et puis, donc, ce que Vincent Larouche a révélé, c'est qu'il y avait un jugement de la Cour d'appel qui faisait état d'un procès criminel qui avait eu lieu dans le plus grand secret. En fait, c'est la Cour d'appel elle-même qui désignait ce procès-là comme ayant été un procès secret. Et qui venait nous dire qu'il n'y avait aucune trace de ce procès-là autre que dans la mémoire des parties qui avaient été impliquées. Ça veut dire pas de primitif, pas de numéro de dossier. Il y a pas on ne connaissait pas le nom du juge. On ne savait même pas si ça avait été en Cour du Québec ou en Cour supérieure. On ne connaissait pas l'identité de la poursuivante. Donc, on ne savait pas si c'était la couronne fédérale ou la couronne provinciale. Naturellement, on ne connaissait pas le nom de l'accusé. Donc, bref, c'était ce qu'il est convenu d'appeler un procès secret. La Cour d'appel, la seule raison pour laquelle on en a pris connaissance, c'est que l'accusé, lui, avait porté sa condamnation en appel. Mais si sa condamnation n'avait jamais été portée en appel, la Cour d'appel n'en aurait jamais eu connaissance, puis ce dossier-là serait encore secret là, à ce jour. C'est un dossier, ce qu'on a découvert, ce que la Cour d'appel est venue nous dire, sans pouvoir nous révéler toutes les informations dont je vous ai fait état. La Cour d'appel ne nous les a pas plus révélées dans son jugement, mais elle nous a informé que, il s'agissait d'un informateur de police. Donc, il était question du privilège d'informateur de police. Et puis, sans rentrer dans tous les détails, c'est que, justement, pour protéger l'identité de l'accusé qui était en même temps un indicateur de police, il avait fallu, justement, cacher toutes ces informations-là. On est allé en appel. En fait, on a demandé à la Cour d'appel de réviser sa décision, donc de nous donner plus d'informations. La Cour d'appel a refusé. Alors, on s'est adressé à la Cour suprême qui nous a entendus. En fait, on était là quasiment à cette date-ci l'année dernière. On était là au mois de décembre dernier. Je pense que c'était le 12 et le 13 décembre. La Cour suprême a rendu son jugement plus tôt cette année. Ne nous révèle pas beaucoup plus d'informations, mais c'était quand même une victoire parce que la Cour suprême est quand même venue souligner à gros traits puis rappeler toute l'importance de la publicité des débats judiciaires, disant justement que les procès secrets... la Cour suprême est allée un peu loin, disant que les procès secrets n'existaient pas au Canada, mais c'était une façon de dire qu'ils ne devraient pas exister au Canada. Donc, ils nous ont quand même donné des bons arguments à faire valoir, là, si on veut, là, en première instance là, pour l'avenir, là, qui viennent renforcer la protection là, de la liberté d'expression puis de la transparence des tribunaux. Est-ce que ça arrive souvent? J'imagine que non, des procès secrets. Est-ce que c'était comme la première fois en carrière? C'est difficile à dire, justement, parce que si les décisions ne sont pas portées en appel, on ne le sait pas. Okay. On sait à tout le moins. Entre-temps, on a appris qu'il y avait au moins une autre situation là, de procès secret en Ontario. Okay. Puis un procès qu'on pourrait désigner un peu comme semi-secret là, en Colombie-Britannique. C'était pas tout à fait aussi secret que ce qui s'était passé au Québec et en Ontario. Mais quand même, le fait qu'il y en ait juste un ou deux, déjà, c'est très troublant.
Je me souviendrai toujours, le juge en chef de la Cour supérieure de l'époque, en entrevue, avait dit que c'était, puis il avait utilisé l'expression comme ça, il avait dit comme ça, que c'était un black eye pour le système judiciaire. Là. Fait que c'est ça, c'était vraiment un œil au bas noir. C'est le genre de choses qu'on voit à la télé. T'sais, on voit ça dans Miami Vice, là. On voit pas ça en vraie vie, normalement. Oui, puis l'idée là-dedans, là, dans tout ça, c'est que ça peut sembler très théorique, mais c'est que l'idée, c'est que si on remonte justement au Moyen Âge, là, puis à la Renaissance, les procès souvent avaient lieu en anglais, on appelle ça le Star Chamber. Là. C'était les sous-sols de la Tour de Londres, là, où c'était caché au regard de tout le monde, puis la justice, c'était très arbitraire. Donc, le fait que ce soit transparent, c'est justement pour éviter l'arbitraire. C'est pour que les tribunaux n'aient pas le choix de rendre des comptes, là, que le public puisse juger de l'agir, de la pertinence de l'agir judiciaire, justement. Qu'on sache que le public puisse dire, OK, oui, OK, il y a une sentence qui a été rendue ici. Bon, l'accusé s'est fait imposer, je ne sais pas, moi, 5 ans de prison. Est-ce que c'était justifié? Pour le savoir, il faut avoir connaissance des faits sous-jacents, de la preuve sous-jacente. Si on n'a pas connaissance de cette preuve-là, on n'est pas en mesure de juger, justement, là, de la justesse de la décision. Alors, c'est là où Puis c'est aussi au bénéfice de l'accusé, justement. C'est pour s'assurer que les droits de l'accusé sont respectés. Si tout ça se fait dans le secret, il y a des bonnes chances que les droits de l'accusé soient brimés également. Mm-hmm. Ouais. Ça doit être difficile à équilibrer, justement, l'intérêt public, aussi le droit de l'accusé, puis aussi, tu sais, dans le cas du policier, protéger justement les informations, puis comme la sécurité des personnes impliquées, là. Puis comment, j'imagine, il n'y a pas de formule magique, mais comment est-ce que comme vous jaugez ça? En fait, il y a des ordonnances qu'on appelle statutaires. Donc, elles sont prévues au code criminel. C'est pas discrétionnaire, c'est automatique. Le juge doit rendre une ordonnance dans certaines circonstances. Les plus connues, c'est les ordonnances sur la preuve qui est déposée dans le cadre des ordonnances, des auditions sur remise en liberté et puis pendant les enquêtes préliminaires. Parce que là, justement, c'est quasiment toute la preuve qui va être déposée. C'est de la preuve qui pourrait ne pas être... Au contraire, c'est de la preuve qui pourrait ou ne pourrait pas être déposée au procès. Alors là, vraiment, ça risque de contaminer un jury éventuel. Sinon, on tombe justement dans les ordonnances discrétionnaires où là, justement, il y a, au fil des années, il y a toute une procédure, il y a un test, en fait, qui a été développé par les tribunaux, par la Cour suprême. On est rendu, au départ, c'était le test, on appelait ça le test Dagenet. 2 ans plus tard, il y a eu une autre décision qui a été rendue, qui est la décision Mentock. Donc, c'est devenu le test Dagenet-Mentock, qui a été, en 2001, ensuite raffiné une dernière fois dans l'affaire Sherman. Donc, maintenant, on parle du test Dagenet-Mentock Sherman. Alors, et puis, c'est sur la base, si tu veux, c'est une pondération, si on veut, de plusieurs, pour y aller simplement, là, pour vulgariser, c'est une pondération de certains facteurs, là. Donc, justement, l'intérêt de la justice, l'administration de la justice, et puis la liberté d'expression. Puis ce que la Cour suprême dit, c'est qu'il n'y a pas une hiérarchisation des droits. Donc, c'est ça, il faut vraiment que ce soit une pondération entre les deux droits en présence. Mais comme tu le dis, il n'y a pas vraiment de formule magique. Là, oui, il y a un corpus jurisprudentiel qui s'est développé au fil des ans, là. Mais c'est très difficile pour nous comme avocats d'évaluer là, si on va avoir gain de cause ou non là, dans une situation donnée. Là. Il y en a qui sont très évidentes, là, mais souvent, c'est rarement noir ou blanc. Là. Mm-hmm. Puis j'entends que tu fais quand même beaucoup de droit pénal. C'est beaucoup du pénal. En fait, on est une bête assez spéciale, les avocats en droit des médias, parce que justement, forcément, c'est ça, vous l'avez remarqué, par la force des choses, on finit par s'y connaître assez bien quand même en matière pénale, mais nous ne sommes pas des avocats criminalistes, mais en même temps, on s'y connaît très bien en matière civile, parce que oui, on fait aussi beaucoup de dossiers là, de diffamation. Là. Alors c'est ça, on est c'est une pratique un peu hybride. Ouais. Puis si, mettons... Tu sais, comment ça marche justement l'aspect plus de diffamation? Si, par exemple, je dis un fait qui est vrai, par exemple, X personne a frappé telle personne dans la rue, puis là, je suis un journaliste, puis là, j'écris ça, mais comme ça atteint la réputation d'une certaine façon à la personne X qui a frappé, mais c'est vrai, est-ce que je peux me faire poursuivre? Comment ça marche? La vérité n'est pas nécessairement une défense en droit québécois parce qu'il faut encore que ce soit l'intérêt public de rapporter cette information-là. Donc, le fait que toi, Émilie,
sais, qui est, jusqu'à preuve du contraire, pour le moment, inconnu du grand public, à moins que tu sois accusé, auquel cas, là, ça devient public. Mais ici, c'est juste, je t'ai vu dans le métro hier, et puis t'as eu un comportement que je juge inapproprié. C'est pas l'intérêt public de rapporter cette information-là dans les grands médias, là. OK. Alors, tu pourrais nous poursuivre en disant que ça porte atteinte à ta réputation. Ah ouais. Ouais. Même s'il y a genre une photo très concrète de moi, on va dire qu'il frappe quelqu'un dans le métro. Ben, là encore, ça dépend. Tu sais, encore une fois, il y a plein de subtilités. Ouais, mais si c'est pour illustrer un phénomène plus large, bon, OK, peut-être, là, ça peut se dans faire. l'intérêt public encore. Oui, exactement. Parce que oui, on peut se servir d'un exemple spécifique pour illustrer un phénomène plus large. Souvent, c'est souvent ça, là. Il va y avoir un commerçant là, qui va avoir des pratiques, disons, abusives envers ses clients. Puis il va nous dire, pourquoi vous m'avez choisi moi? Tout le monde le fait, là. Tous mes concurrents le font. Ben oui, mais c'est justement, c'est pour illustrer un phénomène plus large. Alors ça, oui, ça peut se faire. Puis est-ce que ces règles-là s'appliquent plus aux journalistes qui s'appliqueraient à moi qui publie sur Facebook? Ou, comme elle est où la limite là? Parce que l'intérêt public... C'est certain que c'est pas pour l'intérêt public que je vais partager quoi que ce soit sur Instagram. Toi, dans ton cas, justement, ta responsabilité ne serait pas évaluée à l'aune de la responsabilité professionnelle des journalistes. C'est ça, cette distinction-là à laquelle on faisait référence tantôt. C'est ça, la nuance. OK. Exactement. Là, ça devient un cas de diffamation, là, juste pur et simple, là, oui. Où là, c'est ça, ce sont les critères qu'on appelle là, de prud'homme, là, entre autres. Là, c'est la décision phare là, dans le domaine là, qui vont s'appliquer. Un classique. Justement, un sujet un peu plus sensible concernant le mouvement #MeToo qui s'est fait sur les réseaux, puis justement de paroles données aux victimes d'agressions sexuelles. J'imagine que c'est très sensible pour les médias de justement explorer cette avenue, puis il faut que ça soit dans l'intérêt public, mais après ça, c'est... Là, je pense que dans ce cas-ci, l'intérêt public était incontestable, mais c'est ça, avant 2017, donc avant tout le mouvement, avant l'automne 2017, avant tout le mouvement, moi aussi, les médias ne s'autorisaient pas à publier ce type d'histoire-là parce que c'était, pour le dire en anglais, là, c'était souvent, il n'y avait pas de témoins de l'agression sexuelle ou du comportement inapproprié. Alors, ça se trouvait à être du he said, she said. Et puis, on n'avait pas vraiment moyen de corroborer ce qui s'était passé. Même avec l'intérêt public, ça marchait pas? Non, même avec l'intérêt public, ça marche pas parce que tu peux pas, à moins, il y a peut-être une exception où, disons, là, si c'est une personnalité publique très connue qui en accuse une autre d'inconduite sexuelle, là, peut-être que l'intérêt public peut le justifier. Mais encore une fois, on l'aborderait là, vraiment avec toutes les précautions nécessaires. Moi, je ne sais pas, là, je prends un exemple, mais si une ministre accusait un autre ministre là, d'agression sexuelle ou d'inconduite sexuelle, puis elle le faisait publiquement sur la place publique à visage découvert, probablement qu'on s'autoriserait à le rapporter parce que là, l'intérêt public, c'est le fait que cette personne-là l'ait dit. OK, mais que ce soit juste une personne ordinaire, ça ne marcherait pas, ça ne passerait pas le test. Mais bref, c'est ça, en 2017, ce qui s'est passé, c'est que tout d'un coup, le New York Times, en sortant l'histoire sur Harvey Weinstein, nous a montré un peu une façon de traiter ces dossiers-là, mais qui demandait justement, j'évoquais l'importance de la démarche journalistique, là, puis des normes professionnelles applicables. C'est que c'est ça, là, tout d'un coup, on s'est dit, tous les médias en même temps ont un peu eu le même réflexe, c'est qu'il y a moyen de raconter ces histoires-là en démontrant ce qu'on appelait en bon français un pattern. Donc, si on était capable d'établir qu'on avait plusieurs personnes qui avaient été témoins individuellement de comportements similaires. Donc, et puis que c'est ça, c'était un pattern. Et puis, la première histoire qui est sortie au Québec, c'est la presse qui l'a sortie dans le mouvement MeToo. C'était le reportage sur les inconduites sexuelles alléguées d'Éric Salvaille. Et puis là, justement, on avait plusieurs témoins. On avait je crois, une bonne douzaine de personnes qui nous parlaient, dont une personne, et c'était très important, on veut dans ces dossiers-là aussi au moins avoir une personne qui nous parle à visage découvert, donc pas nécessaire, il ne faut pas que ce soit juste basé sur le témoignage de sources confidentielles.
Et puis, ces sources-là nous racontaient, si on veut, il y avait beaucoup de recoupements dans ce qu'elles nous racontaient, entre autres sur le fait que, on va dire poliment, il y avait des tendances exhibitionnistes, entre autres. Alors, c'était pas juste une personne qui nous disait ça, puis c'était pas juste le même événement qui nous était raconté, c'était à plusieurs reprises, sur plusieurs années, par différentes personnes. Donc, tout d'un coup, on avait une façon de raconter l'histoire, puis on jugeait que c'était assez solide. Mais jusqu'à l'année dernière, jusqu'à 2023, ce type de démarche journalistique-là n'avait jamais été validé par les tribunaux au Québec. Et donc, ça a été validé pour la première fois, justement, dans un autre dossier qui impliquait la presse et puis qui découlait justement des reportages qui ont été publiés à l'automne 2017, qui a finalement été entendu par la Cour supérieure l'année dernière. Et puis, c'est ça, la Cour supérieure a validé, si on veut, là, ce type de démarche journalistique-là dans ce type de dossier-là. Le dossier est présentement en appel, devrait être entendu par la Cour d'appel au mois de... En fait, on n'a pas encore de date, donc, mais en 2025, devrait être entendu par la Cour d'appel, donc à suivre. Puis qu'est-ce qui fait en sorte que, du moins ta position, qu'est-ce qui fait en sorte que ce genre de reportage-là est correct versus le reportage qu'on aurait fait avant il y a 10 ans? Il est correct en ce sens qu'on juge qu'il y a une corroboration de l'information par si on veut, une preuve de pattern en français, je dirais, ce sont des gestes similaires. Donc, souvent, on a plusieurs sources qui, dans certains cas, ne se connaissent pas, qui ont été témoins de gestes similaires à des moments différents. Donc, ça ne peut pas juste être quelqu'un qui fabule, qui invente l'histoire. Souvent aussi, ce qu'on va vérifier, aussi un autre élément important, c'est qu'une personne qui allègue avoir été victime d'inconduite sexuelle, on va lui demander « Est-ce que vous en avez parlé à quelqu'un qui était proche de vous dans les jours qui ont suivi ou même dans les années qui ont suivi? » Alors ça, c'est une façon de le corroborer, que ils font pas juste inventer ça pour se rendre intéressant pour les journalistes. Tu appelles leur mère, leur sœur, leur meilleure amie qui dit « Oui, ce soir-là, elle est revenue, puis elle s'est confiée à moi, puis ou bien quelques années plus tard, elle s'est confiée à moi. » Ce genre de choses-là là, aussi. Là. Donc, on s'assure d'avoir ce qu'on pourrait appeler aussi une corroboration indirecte de la chose. Fait qu'ultimement, cette nouvelle façon de rapporter ces faits-là, ça réduit le risque de causer un préjudice à des personnes qui sont innocentes puis qui ont rien fait. C'est ça. Et oui. Puis ça garde aussi l'intérêt public. Le pattern fait en sorte que excuse-moi, je t'ai interrompu. Donc, t'as la réduction du risque de préjudice envers des personnes innocentes et le pattern qui rend ça possiblement très pertinent pour le public d'être au courant de la situation. Oui, puis naturellement, encore une fois, cette histoire-là, on va juste publier des histoires où la personne qui est mise en cause est une personnalité publique ou une personne qui se trouve à être en position d'autorité. Donc, des fois, c'est pas nécessairement quelqu'un qui est connu du public, mais ça va être, j'ai un exemple, là, je sais pas moi, un directeur d'école là, ou un patron d'une grande institution ou d'une grande entreprise. Bon, là, ça va être d'intérêt public. Là. Mais naturellement, les deux qui ont le plus marqué les esprits là, au Québec, c'était Éric Salvaille puis Gilbert Rozon. Puis on le voit en ce moment, là, les suites de l'affaire Rozon se déroulent en ce moment même là, au Palais de justice de Montréal, là, où il y a des victimes alléguées qui poursuivent M. Rozon au civil. Et puis justement, le gros avantage qu'elles ont en ce moment au civil, c'est que contrairement à ce qui est le cas en criminel, elles peuvent faire la preuve de gestes similaires. Donc, ça va ressembler beaucoup un peu à ce qui a été fait là, par les médias. Je comprends. Est-ce que vous êtes fait poursuivre par Éric Salvaille par la suite ou ça? Non. Non. Non, il n'y a jamais eu de poursuite d'Éric Salvaille. Éric Salvaille n'a pas voulu nous parler au fin de la préparation du reportage. On a essayé d'obtenir sa version des faits. Il n'a jamais voulu nous parler. Mais c'est ça. Non, de son côté, c'est un peu silence radio depuis 2024. À ce moment-là, on ne pouvait pas imaginer les conséquences que ce reportage-là aurait. Là, parce que c'était vraiment le premier du genre. Là, mais je pense que le lendemain matin, à midi, il avait tout perdu ses contrats. Là, donc, vraiment, là, on savait que ça aurait un impact, mais que ça aurait un impact aussi fort, on s'en doutait pas. On pouvait pas l'imaginer à ce moment-là.
Puis toi, en tant qu'avocat, j'imagine que tu as été impliqué dans le dossier, les conseils à donner. C'est quoi que tu faisais plus concrètement? Est-ce que tu parlais à tous les journalistes? Tu les Ben formais? justement, oui, les deux journalistes qui étaient sur cette histoire-là et qui ont publié la plupart des histoires de ce type-là là, pour la presse à l'automne 2017, c'était Katia Gagnon et puis Stéphanie Vallet. Donc, je travaillais très près avec elle parce que, justement, on était un peu en train, pour reprendre l'analogie populaire là, pendant la pandémie, on était un peu en train de construire l'avion en plein vol Ouais. parce qu'il n'y avait pas de précédent là, à ce moment-là. Donc, il fallait, en quelques jours, si on veut, là, il fallait développer des nouvelles règles, là, comment on ferait les choses. Pour l'anecdote, on ne savait pas comment décrire ça. C'était quoi exactement les gestes qui avaient été posés? Parce que de décrire ça comme des agressions sexuelles, ça pose un jugement. Parce qu'agression sexuelle, c'est une infraction prévue au code criminel. Et puis donc, on pouvait pas aller là. Mais il ne fallait pas non plus minimiser les gestes. Donc, on essayait de trouver le bon terme à utiliser. Est-ce qu'on était pour parler de gestes inappropriés? Et puis, finalement, justement, j'ai été impliqué dans cette décision-là, puis ça s'est décidé, je pense qu'il était 11 heures le soir, la veille de la publication du texte sur Éric Salvaille. Ce n'est pas moi qui ai trouvé l'expression, c'est mon collègue qui était le vice-président de l'information de la presse. Je me souviens, on était en train de se texter. Et puis, on cherchait l'expression utilisée, puis on brainstormait. Et puis, lui m'a lancé, si on utilise inconduite sexuelle, est-ce que ça fonctionne? Et moi, j'ai dit, je pense que oui. Et puis, c'est ça, si vous voyez maintenant, là, ça a été repris maintenant, là, tous les médias, systématiquement, dans ces cas-là, utilisent l'expression inconduite sexuelle. Mais c'était pas une expression qui était vraiment usuelle là, avant ce moment-là. Là. Okay. Donc, salutations à Éric Trottier. C'est ça. Puis est-ce que c'est souvent dans des brefs délais comme ça, tes mandats, parce que j'imagine, tu sais, l'actualité, c'est au jour au jour. Oui. Fait que, tu sais, comment est-ce qu'une journée ressemble pour toi? Est-ce que c'est souvent des trucs pressants, stressants? Ouais. Ben, c'est ça. Idéalement, non, mais en pratique, oui. Idéalement, on voudrait justement que tous les reportages, qu'on ait été briefés sur tous les reportages avant même que les textes soient rédigés. Alors, ça fonctionne. Dans plusieurs cas, on a déjà été impliqué dans la préparation du reportage, ou du moins, on a été mis au courant, on a été briefé. Puis bon, on peut un peu orienter les journalistes. OK, fais attention à ça quand tu vas rédiger. Donc, quand ça nous arrive, c'est déjà un peu tout formaté, là, puis on a évité les plus gros écueils. Puis bon, on a eu quelques jours pour travailler là-dessus. Dans certains cas, par la force des choses, ça se déroule pas comme ça parce que, justement, l'actualité déboule très vite. Donc, je peux vous donner un exemple très récent. Le scandale sexuel au centre jeunesse de Cité-des-Prairies. Ben ça, justement, là, l'actualité s'est mise à débouler. Et puis, moi, j'ai entendu parler de cette histoire-là pour la première fois à 6h30, je pense, le soir. J'étais en voyage d'affaires à Toronto, j'étais dans un restaurant. Alors, comme il m'est arrivé souvent dans ma carrière, ben j'ai été obligé de me retirer et puis, justement, de passer une bonne partie de ma soirée à travailler là-dessus, puis à réviser des textes, puis à discuter avec les journalistes parce qu'il fallait absolument que l'histoire sorte dès le lendemain parce que c'était très chaud. Fait que c'est ça. Donc, j'ai passé, disons que ma conjointe est habituée, j'ai passé beaucoup de soirées dans ma vie à travailler sur des textes qui devaient être publiés dernière minute, là, le lendemain. J'ai eu des soupers de fête, des soupers d'amis qui ont été interrompus. Je me souviens d'avoir passé le souper de fête d'un de mes amis. J'ai passé toute la soirée sur le trottoir devant le restaurant sur mon cellulaire. Mais c'est ça, ça fait partie. Ça fait partie justement des. Moi, quand même, bon, je peux bien chialer, là, mais en général, ça fait quand même partie des bonnes montées d'adrénaline là, dans notre carrière. Il faut juste faire attention parce que c'est souvent là que les erreurs se font là, quand on est obligé de procéder plus rapidement. Là. Puis, donc, d'un point de vue gestion de la business, gestion des risques dans la business de la presse, comment est-ce que vous faites pour identifier, ou comment est-ce que les personnes font pour identifier si leur article devrait être révisé par toi? Si eux sont peut-être pas juristes, ils n'ont peut-être pas une sensibilité au risque, comment vous faites ça? Ben,
En fait, nos journalistes sont quand même assez bien formés. Et puis, on travaille ensemble. Moi, je travaille à la presse justement depuis 2008. Donc, on a vraiment... sont habitués de travailler avec moi. Et puis, on a des patrons dans la salle de rédaction qui sont également très, très, très bien formés, qui sont très sensibles justement à tous ces aspects-là. Donc, en général, si le journaliste lui-même n'a pas levé la main en disant, je pense peut-être que, parce que c'est à leur bénéfice, là. Alors, ils le savent. Alors, la plupart des journalistes sont très sensibles à ça. Ah oui, ce dossier-là, je pense que c'est le genre de dossier qui pourrait devenir litigieux. Il devrait peut-être être relu par les avocats. Donc, ils vont lever la main. Sinon, ben, il y a plusieurs filtres, là. Ça va être relu par un pupitreur, ça va être relu par le chef de section, ça va être relu par les directeurs de chaque cahier. Ensuite, ça va même monter dans certains cas jusqu'au directeur principal de l'info, puis ultimement au vice-président de l'information. Donc, forcément, dans cette chaîne-là, ça arrive très rarement qu'il y a un texte qui va passer là, entre les mailles du filet. Il y a quelqu'un qui va lever la main puis qui va dire ben ça devrait être relu par le juridique. Des fois même, ils savent à l'avance ce que je vais dire, alors ils vont dire non, là, ça enlève ça, là, ça passera pas ça passera pas au juridique. Là. Alors, des fois, je le vois même pas. Fait que la combinaison d'une formation, ou du moins une culture d'entreprise qui permet cette sensibilité-là, et avec une redondance dans la lecture des articles avant qu'ils soient publiés. Oui, c'est ça. C'est très difficile. Là, ça arrive que je me réveille le matin puis que je lise un texte puis que je dise « Ouf, j'aurais aimé ça le voir, celui-là. » Mais c'est très rare. Justement, là, quand je disais qu'il y a eu une professionnalisation là, suite à l'affaire Néron, là, ben, c'est ça, quand je suis arrivé à la presse en 2008, ça arrivait beaucoup plus souvent que je m'étouffe dans mes céréales. Maintenant, justement, là, c'est beaucoup plus rare. Ça va arriver peut-être 1 ou 2 fois par année, puis on espère dans ce cas-là, on se croise les doigts que ça ne portera pas de conséquences. Là. Ça marche. C'est ça. Mais l'erreur est humaine, alors c'est sûr que, je veux dire, on va en commettre des erreurs, là. On dit tout le temps qu'on publie l'équivalent d'un roman là, à chaque jour. Là. Donc, c'est sûr là, que si on publie 365 romans là, à chaque année, forcément, il va y avoir des erreurs qui vont se faire. Pas le choix. Et aussi, je pense que vous êtes sur une petite équipe à la presse, puis est-ce que tous les articles doivent passer par toi ou pas toutes, mais est-ce que tu es le seul qui révise des 3 ou non? Non, on est 2 à réviser, puis justement, là, depuis que j'occupe le poste actuel là, de vice-président à l'information, je prends de plus en plus de recul là, par rapport à la gestion au quotidien, là, si on veut, de la salle de rédaction. Puis c'est mon collègue là, Jean-François Demers, là, qui est conseiller juridique, qui traite de plus en plus là, au quotidien avec la salle de rédaction. Mais ce ne sont pas tous les textes qui sont révisés. Là, je donne un exemple banal, là, mais la conférence de presse du premier ministre, ben, il dit ce qu'il dit, puis c'est ça, il n'y a aucun aspect litigieux là-dedans. Mais d'habitude, tout ce qui est enquête va passer par nous, là, par l'équipe du juridique. OK. Est-ce que tu me permets d'amener la conversation à un volet complètement différent qui est ta carrière? Donc, tu as commencé en cabinet. Oui. Ensuite de ça, tu es allé en contentieux où tu t'es trouvé, si je comprends bien, plus généraliste. C'est toi qui créais le contentieux de la BAT au Québec. Oui. Tu avais quand même un rôle qui était connexe à ton expertise pour tout ce qui était fusion-acquisition. Puis finalement, tu es allé à la presse où, encore une fois, tu étais en contentieux, mais cette fois-ci avec une expertise en droit des médias. Oui. Donc, tu as vraiment vu, je dirais, comme l'éventail complet de ce que tu peux faire en termes de choix de carrière, j'ai l'impression. Lequel est-ce que tu as préféré? On a des étudiants qui nous écoutent. Est-ce que tu as des conseils que tu leur dirais par rapport à ça? Tu as quand même vu vraiment les 2 côtés de la médaille. Bien, je dirais naturellement, là, j'ai commencé dans le milieu des grands bureaux d'avocats. C'était pas pour tout le monde. C'était pas pour moi. Mais c'est ça, mais je dirais pas, ça peut plaire à certaines personnes. Par contre, je dirais quand même que c'est une très, très bonne école. J'ai beaucoup appris. Fondamentalement, tu es impliqué dans plusieurs dossiers d'envergure. Tu es entouré d'avocats d'expérience, d'avocats très, très compétents. Justement, tu as un bon... T'as un bon filet, là, justement. Tu as beaucoup de monde qui va réviser ton travail, qui est là pour te conseiller. Donc, c'est très bon. Mais moi, justement, c'est sûr que ce
que j'ai préféré, c'est la pratique en contentieux. Là. C'est pour ça que je suis encore là, après toutes ces années-là, parce que on travaille pas juste pour... Oui, fondamentalement, on a un client là, qui est l'entreprise pour laquelle on travaille, mais je me sens beaucoup moins comme un mercenaire. Là. Je suis un employé de la presse. Alors, je travaille pour la mission de la presse, que je juge être une mission très, très noble et très d'intérêt public. Là. Alors, pour moi, je suis vraiment sur mon X. Donc, je pense que c'est ça l'important, c'est de trouver vraiment un poste qui va être en adéquation avec nos valeurs. Je pense que c'est vraiment ça, le secret du bonheur, là, si on veut, là, pour avoir une carrière dans laquelle on s'épanouit. Là. Mm-hmm. Dernière question pour toi. Si tu avais un conseil à donner à toi quand tu étais étudiant en droit, lequel ce serait? Oh boy! Bonne question. Je pense que je me dirais de m'écouter un peu plus. Mm-hmm. Ouais. C'est que, bon, j'ai commencé, moi, à une époque un peu pré-Internet, là, ou dans les premiers balbutiements de l'Internet. Et puis, je viens pas, j'avais aucune connaissance là, du milieu juridique. Donc, j'étais très naïf. Puis, c'est ça, là, je pense que j'ai toléré certaines choses que j'aurais pas dû tolérer, là, probablement, là, au début de ma carrière, là, justement. Puis, je pense que j'aurais dû m'écouter à ce moment-là, puis dire, ben, justement, là, ça marche pas, je vais passer à un autre appel, je vais passer à d'autres choses. Là. Mm-hmm. Fait que c'est un conseil que je donnerais aux autres aussi, écoutez-vous. Mm-hmm. Ouais, souvent, notre petite voix a souvent plus raison que notre petite tête. Exactement, exactement. Oui. Ben, merci beaucoup, Patrick, pour ta présence avec nous. Ça me fait plaisir. Merci de m'avoir invité.